Les Jeux Olympiques sont le rendez-vous incontournable des athlètes et des scandales. Chaque édition des Jeux a en effet eu son lot de controverses et de petits ou gros pépins. Alors voici donc les plus grosses polémiques lors des Jeux Olympiques. Et on commence avec ce qui est d'ores et déjà considéré comme la cérémonie d'ouverture la plus controversée et la plus malsaine de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Et malheureusement, il a fallu que ce soit la France qui détienne ce triste record avec cette cérémonie qualifiée ni plus ni moins de satanique par le monde entier. Et pour cause, une représentation pour le moins indécente de la scène, le fameux tableau de Léonard de Vinci qui dépeint le dernier repas de Jésus et de ses apôtres. Ici, Jésus est représenté par une femme DJ avec une grosse charge pondérale, et les apôtres sont en fait des drag queens maquillées à outrance et très légèrement vêtues. Et sur la table, une dernière abomination, une espèce de gros lutin bleu presque entièrement nu, une sorte de schtroumpf cauchemardesque, tellement hideux et malsain que la dernière chose que tu voudrais, c'est de voir cette chose rôder auprès de tes enfants. Cette scène quasi satanique n'est pourtant pas la seule abomination de cette cérémonie puisque on a eu aussi droit à un décor macabre au palais de la Conciergerie avec une représentation de Marie-Antoinette écarlate tenant sa propre tête entre ses mains. Ces images sont si choquantes à vrai dire que le comité olympique a décidé de supprimer toutes les vidéos de la cérémonie qui circulaient sur internet. Même les séquences officielles qui ont été publiées sur YouTube ou Instagram ont disparu et on n'en trouve plus aucune trace nulle part. Les Jeux Olympiques de Paris, qui promettaient d'être un rassemblement sportif grandiose, étaient hélas en train de tourner au fiasco total. Après une cérémonie d'ouverture carrément catastrophique, les athlètes se plaignent maintenant des conditions d'hébergement dans le village olympique. En effet, le confort est aux abonnés absents, puisqu'ils sont supposés dormir sur des lits en carton. Oui, tu as très bien entendu, exactement comme des SDF. Ces lits sont en effet fabriqués en carton, donc tu peux imaginer un peu leur solidité et le niveau de confort qu'ils peuvent procurer aux pauvres sportifs. Ces derniers, qui seront rudement malmenés durant la compétition, auront un grand besoin d'un sommeil réparateur, ce qui ne doit certainement pas être le cas si tu dors sur du carton, n'est-ce pas? L'Afrique du Sud a été la toute première nation du continent africain à participer aux Jeux Olympiques. C'était en 1904 lors de la 3e édition des Jeux Olympiques modernes qui s'était tenue à Saint-Louis aux États-Unis. Depuis cette date, l'Afrique du Sud participera à tous les Jeux d'été jusqu'à Rome 1960, récoltant ainsi un total de 51 médailles, toutes catégories confondues. Mais lors des Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo, la fédération sud-africaine fut tout bonnement exclue de la compétition, en raison principalement de sa politique d'apartheid. Et en raison du fait que l'Afrique du Sud n'abandonna pas sa politique de ségrégation raciale, le comité olympique international finit carrément par expulser le comité sud-africain. Le pays des Zoulous restera ainsi un paria olympique pendant 2 longues décennies. Ce n'est qu'en 1992 que l'Afrique du Sud, qui a enfin renoncé à son racisme d'État, a pu réincorporer le comité olympique international et participer ainsi aux Jeux de Barcelone. Les Jeux olympiques d'été de 1956 ont eu lieu à Melbourne en Australie et c'était la toute première fois dans l'histoire des Jeux qu'ils se déroulaient dans l'hémisphère sud. Cette édition australienne survenait dans un contexte particulièrement tendu, étant donné que, la même année, les chars soviétiques avaient envahi la Hongrie pour mater la révolution anticommuniste. Les Jeux auraient pu se dérouler sans incident notable, mais il a fallu que les 2 équipes de water-polo soviétiques et hongroises finissent par se rencontrer pour un match de demi-finale. Au cours du match, un des joueurs russes donna un coup de tête à un joueur hongrois, ce qui sonna le départ d'une véritable rixe aquatique. Les coups pleuvent de toutes parts et même le public veut se joindre à la bagarre générale. Mais le combat est si violent que les joueurs commencent à saigner abondamment, ce qui colore bien vite la piscine olympique en rouge écarlate. Ce fut un véritable bain de sang, mais fort heureusement, personne n'est mort ce jour-là. En 2014, la Russie obtient le privilège d'organiser les Jeux Olympiques d'hiver, et c'est la ville de Sotchi qui va accueillir l'événement. C'est la première fois que la Fédération de Russie organise les Jeux depuis l'éclatement de l'URSS. C'est l'occasion rêvée pour Vladimir Poutine de démontrer les capacités organisationnelles de la Russie et faire étalage de sa puissance économique. Seulement voilà, à Sotchi, il n'y avait quasiment aucune infrastructure d'ampleur olympique, donc il a fallu tout construire de zéro. La Russie a donc dépensé une somme stratosphérique de 37 milliards d'euros pour ériger les différents complexes olympiques, ce qui fait de ces Jeux les plus chers de toute l'histoire. À chaque fois qu'un pays organise une édition des Jeux Olympiques, il doit construire de nouvelles infrastructures sportives à la hauteur de l'événement. Mais dans la plupart des cas, lorsque les Jeux sont fins et que tout le monde rentre chez soi, les stades et autres complexes sportifs dernier cri ne servent plus à grand-chose. Mais aux États-Unis, avec l'esprit pragmatique typique des Américains, on a trouvé une solution pour réutiliser ces installations. Ainsi, juste après la fin des Jeux Olympiques d'hiver de 1980, qui s'étaient déroulés à Lake Placid, dans l'État de New York, plusieurs infrastructures sont restées inutilisées, mais pas pour très longtemps. Le village olympique, qui fut construit pour héberger les athlètes, se transforma ainsi en prison fédérale de sécurité moyenne.
Les chambres qui avaient été affrétées aux sportifs de haut niveau se sont donc transformées en cellules et désormais il n'y a plus que les criminels qui dorment ici. Après l'espionnage d'État et celui d'entreprise, voici maintenant ce qu'on appelle l'espionnage sportif. Et pas besoin d'être un James Bond pour ce genre d'espionnage, car il suffit seulement d'avoir un drone et une caméra en Full HD. C'est en tout cas l'idée qu'a eue Bev Priestman, l'entraîneur de l'équipe canadienne de football féminin lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le coach espion a en effet utilisé un drone pour surveiller les entraînements de l'équipe néo-zélandaise adverse avant le match d'ouverture. L'entraîneur peu scrupuleux voulait espionner ainsi les tactiques du coach néo-zélandais afin de préparer ses contre-mesures lors de la rencontre. Mais manque de bol, elle a été prise la main dans le sac et la fédération canadienne a ainsi écopé d'une amende plutôt salée de 200 000 $. Cette belle créature que tu vois maintenant sur ton écran s'appelle Kamila Valerevna Faliva. Elle n'a que 18 ans et pourtant c'est déjà une championne du monde en patinage artistique. Aux Jeux Olympiques de Pékin de 2022, cette jeune fille n'avait que 15 ans et concourait pour la médaille d'or avec l'équipe mixte du comité olympique russe. Mais malheureusement pour elle, la jeune athlète a été testée positive à un médicament qui est classé comme une substance dopante, ce qui a fait perdre à son équipe la médaille d'or qu'elle avait pourtant bien méritée. Comble de l'ignominie, cette médaille fut ensuite remise à l'équipe américaine, les ennemis héréditaires des Russes. Lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, une des premières questions qui furent posées était celle de la sécurité des athlètes et des touristes venus assister à l'événement. Car avec un taux de criminalité très élevé au Brésil, le Comité olympique international craignait vivement des incidents qui viendraient ternir l'image de ces Jeux, ou pire encore, mener à leur interruption pour raison de sûreté. Le gouvernement brésilien a donc mis les bouchées doubles pour sécuriser la ville et des milliers d'agents de police ont été réquisitionnés pour veiller au grain. Pourtant, cette édition brésilienne des Jeux Olympiques sera marquée par plusieurs incidents plus ou moins graves, allant du simple vol à la tire aux agressions à main armée. Les Jeux Olympiques de Rio resteront donc pour beaucoup comme les moins sûrs de toute l'histoire des Jeux, bien que l'État brésilien ne voudra jamais l'avouer. Cette triste réputation sera d'ailleurs utilisée par 4 nageurs américains, dont le multiple médaillé olympique Ryan Lochte. Ces derniers ont en effet causé du grabuge dans un bar après s'être saoulés, et les gardiens de sécurité leur ont demandé de réparer les dégâts. Or, ces 4 athlètes ont carrément menti en prétendant avoir été agressés par de faux policiers qui les ont braqués avec des armes à feu. Heureusement, il y avait des caméras de surveillance qui avaient tout enregistré et les 4 nageurs ont été sévèrement sanctionnés. En 1980, l'URSS accueillait pour la première fois de son histoire les Jeux Olympiques. La capitale, Moscou, fut désignée pour abriter cet événement de grande ampleur et une grande partie de la ville fut exclusivement réservée à la circulation olympique. La Russie soviétique voulait faire l'étalage de sa puissance et un budget colossal de 9 milliards de $, fut alloué à l'organisation. Seulement voilà, le hic c'est que les États-Unis ont décidé de boycotter ces Jeux en raison de l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique un an plus tôt, en 1979. Beaucoup de pays alliés des États-Unis en firent de même et seulement 80 nations participèrent donc à cette 19e édition des Jeux Olympiques. Et parmi ces 80 pays, 15 d'entre eux ont décidé de défiler sous la bannière olympique, chaque délégation entonnant l'hymne olympique au lieu de son propre hymne national. Les Jeux Olympiques d'été de 1968 eurent lieu au Mexique et c'était alors la première fois qu'un pays en développement organise un tel événement. Le gouvernement mexicain voulait donc démontrer qu'il était à la hauteur et des moyens considérables furent mis en place. Mais les politiciens n'avaient pas du tout anticipé la colère qui grondait déjà depuis pas mal de temps au sein de la population estudiantine. À 10 jours du lancement des Jeux, cette colère finit par caleter et les étudiants sortirent en masse dans la rue pour manifester leur mécontentement. C'est là que le gouvernement mexicain péta carrément les plombs et autorisa l'armée à tirer à balles réelles. Tu imagines le massacre ? Au moins 300 malheureux furent tués ce jour-là, sans compter les centaines de blessés. Les Jeux Olympiques n'ont pourtant pas été reportés et eurent effectivement lieu quelques jours seulement après cette abominable tuerie. Dong Fengchao était une gymnaste chinoise et a falsifié son âge afin de concourir aux Jeux Olympiques d'été de 2000 qui s'étaient déroulés à Sydney en Australie. La jeune femme, née en 1986, n'avait en effet que 13 ans lors de cette édition. Mais en raison de son grand talent dans sa discipline, l'équipe olympique chinoise falsifia son âge en prétendant qu'elle était âgée de 17 ans. Dong Fengchao participa donc aux Jeux Olympiques de Sydney et son équipe gagna même une médaille de bronze, ce qui fit d'elle l'une des plus jeunes participantes dans toute l'histoire des JO. Mais la supercherie fut révélée lors des Jeux Olympiques d'été de 2008, auxquels la jeune femme participait cette fois en tant que concourante officielle. En effet, son année de naissance indiquait 1986, alors que ça devait être 1983. En conséquence, la fédération olympique retira purement et simplement la médaille de bronze à l'équipe chinoise en 2010.
Rien n'est plus scandaleux aux Jeux Olympiques que les affaires de dopage, surtout lorsqu'il s'agit d'athlètes de grands pays comme les États-Unis. Les contrôles sont stricts et les sportifs connaissent très bien les règles. Donc lorsqu'il y a un contrôle positif, ils ne peuvent qu'en vouloir à eux-mêmes, puisqu'ils étaient prévenus. C'est exactement ce qui est arrivé à la sprinteuse américaine Sha'Carri Richardson, qui a été testée positive à une molécule interdite quelques jours à peine avant le lancement des Jeux Olympiques de Tokyo. La jeune athlète s'était pourtant qualifiée haut la main pour ces Jeux, mais elle a avoué avoir craqué à la dernière minute et avoir pris ce satané médicament qu'elle s'est pourtant proscrit. Et on termine avec cette affaire sordide qui a entaché l'histoire des Jeux Olympiques ainsi que le championnat de patinage artistique des États-Unis. Nancy Kerrigan et Tonya Harding étaient deux patineuses artistiques américaines qui, en janvier 1994, étaient sur le point de participer au championnat de patinage artistique des États-Unis à Détroit, dans le Michigan. Elles devaient également représenter les États-Unis dans leur discipline aux Jeux Olympiques d'hiver, qui devaient également avoir lieu en février de la même année. Mais, quelques jours seulement avant le début de la compétition, Nancy Kerrigan fut victime d'une vicieuse attaque. Quelqu'un l'avait suivie après la fin de son entraînement et l'avait frappée très violemment à la cuisse droite avec une barre de fer. Sa blessure est si grave qu'elle l'empêchera de concourir aux championnats américains, mais elle se fut rétablie juste à temps pour participer aux Jeux Olympiques. Par la suite, il fut révélé par une enquête du FBI que l'attaque avait été préméditée par la patineuse Tonya Harding. Cette dernière avait décidé d'éliminer carrément sa rivale pour s'assurer de la victoire, n'hésitant pas ainsi à la blesser très sérieusement. Tonya Harding a fini par être déchue de son titre de championne des États-Unis de 1994 et a également été bannie à vie des épreuves de patinage artistique.